Madame, monsieur, bonsoir. C'est devenu une tradition dans nombre de pays. L'observation des élections. À chaque échéance dans les pays, les missions s'installent, qu'elles soient nationales ou internationales. C'est le cas encore lors de la présidentielle ivoirienne ce 31 octobre 2020. On fera le point avec des observateurs sur ce plateau pour comprendre comment ils ont travaillé, pour quels résultats et recommandations. Nous recevons donc pendant ces 90 minutes M. Koulibaly Sibiri de la Fondation Digui. Bonsoir. Bonsoir. Ouattara Diakalia, expert électoral, observateur pour la Convention de la société civile ivoirienne. Bonsoir. Bonsoir. Diané Hassan, vous êtes magistrat, secrétaire général du Conseil national des droits de l'homme. Bonsoir. Bonsoir, M. Kolo. Et Cyril Nguégan, qui est chef de la mission du Parlement africain. Bonsoir. Bonsoir. Merci, messieurs, d'être venus. Cette année, la Commission électorale indépendante a accrédité 110 missions d'observation pour 14 753 observateurs. C'est tout un processus comment observer, avec quelle méthode? Je vous invite à voir les explications de Sidonie Davila. On les appelle les observateurs. On note souvent leur présence dans les bureaux de vote lors des élections. Dans le cas de la présidentielle ivoirienne du 31 octobre dernier, plus de 14 000 observateurs ont investi le terrain. Les observateurs sont considérés comme des témoins oculaires lors des élections. Leur rôle s'avère important pour la crédibilisation d'un scrutin. En règle générale, on note deux types d'observation, l'observation long terme et l'observation court terme. En plus des observateurs nationaux, d'autres proviennent des pays étrangers, des ONG internationales ainsi que d'autres organisations comme l'Organisation internationale de la francophonie, l'Union européenne, l'Union africaine, pour ne citer que ceux-là. Tous n'observent pas de la même manière. Il faut noter que les missions d'observation de manière générale sont dirigées par un chef de mission qui coordonne le travail des observateurs. Ce chef est entouré d'une équipe de coordination composée d'experts en matière électorale, juridique, des médias, de la logistique et de la sécurité, entre autres. Alors, messieurs, tous sur cette table, vous n'êtes pas à votre première expérience, que ce soit ici en Côte d'Ivoire ou ailleurs, mais on se demande l'observation d'une élection, quel est véritablement son intérêt. D'abord, monsieur Diané Hassan, représentant ici le Conseil national des droits de l'homme. Merci bien, M. Kolo. Il faut chercher à savoir d'abord ce qu'est l'observation. L'observation électorale ou l'observation d'un processus électoral. C'est tout simplement la collecte systématique d'informations exactes lors d'un processus électoral en vue de leur analyse sur la base de règles rigoureuses, sur la base de règles professionnelles et impartiales, pour en conclure qu'un processus électoral s'est bien tenu ou pas. Alors la finalité, c'est quoi? C'est de voir si le processus électoral ou le scrutin s'est tenu conformément aux règles internationales, qu'on appelle généralement les standards internationaux, et également les règles nationales. Voilà, puisqu'il y a un cadre juridique, un cadre institutionnel qui gouverne l'ensemble du processus électoral dans les différents pays. Vous pensez par exemple au code électoral? Bien entendu. D'accord, on passe la parole juste à côté à M. Cyril Nguégan, qui est chef de la mission du Parlement africain. Vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire depuis le début du mois d'octobre. Il y avait certainement un intérêt à venir, mais quel est l'objectif que vous recherchez? Oui, déjà merci M. Kolo. Je tiens à dire avant tout propos, vraiment souhaiter mes condoléances à la République ivoirienne pour tous les incidents que nous avons observés durant ce processus. D'accord, on va y revenir. Merci. Donc l'objectif que nous recherchons, c'est, comme le disait le panéliste d'à côté, mon frère voisin, c'est qu'il est question de collecter toutes les informations. Vous savez, l'observation se passe en 3 étapes. Il y a avant, il y a pendant et après. Et vous savez, la période d'avant est souvent la période, je dirais, pour nous très capitale, parce que c'est la période dans laquelle il faut avoir un consensus avant d'aller aux élections. Non, mais vous, par exemple, vous êtes venu à quelques 3 semaines de l'élection. Oui, ben, est-ce que c'est suffisant pour le Parlement avoir une africain, bonne vue sur non, le Parlement africain n'est pas dans les pays africains que pour les élections. Nous avons des représentants dans tous les pays africains. C'est un Parlement continental. Alors, je pense que nos représentants sont
impliqués à tous les niveaux, début à la fin, au processus. Alors, comment vous vous êtes organisé pour cette mission avant de venir en Côte d'Ivoire? Qui compose la mission du Parlement africain? Oui, la mission du Parlement africain est composée des sociologues, des juristes et surtout des parlementaires. D'ailleurs, vous savez, nous avons notre sous-secrétariat en Algérie, composé des anciens parlementaires qui suivent de près avec nous ici le processus en République ivoirienne. Et je crois que dans l'organisation, il était simplement question, compte tenu de tout ce que vous saviez autour de cette élection présidentielle, il fallait une équipe très forte. D'ailleurs, nous avons déployé 140 observateurs, qui n'était pas facile, mais nous nous sommes engagés pour venir en tant qu'Africains, surtout panafricains, et suivre de près ce qui devait se passer, être témoin oculaire. La Convention de la société civile ivoirienne, c'est environ 500 observateurs que vous avez déployés. Monsieur Ouattara, vous êtes un expert électoral. Comment vous avez procédé? Comment vous avez on va dire, recruté ces 500 observateurs? Sur quelle base? Merci. Avant de répondre à la question, permettez-moi de revenir ne serait-ce qu'un temps soit peu sur la définition de l'observation électorale. Il faut dire d'abord que c'est un art, c'est une science, avec ses valeurs, ses principes et ses règles. N'importe qui ne peut pas se prévaloir le titre d'être observateur. Justement, d'où la question que je viens de poser. Deuxième chose, pour simplifier, l'observation, c'est un regard extérieur de personnes averties. C'est un témoignage, c'est une photographie du moment. Et pour simplifier encore, c'est une caméra qui capte à la fois les éléments positifs, négatifs, et on les traite en vue de faire des recommandations pour parfaire le processus électoral. Alors, comment à la Convention, par exemple, vous avez choisi les 500 personnes? Bien. Quels étaient les critères? Les critères, il faut d'abord reconnaître que la Convention, c'est un attelage d'outils qui repose sur un ensemble d'instruments qui sont plus de 171 organisations, 10 commissions thématiques, 33 coordinations régionales avec à l'intérieur 8 éléments, etc., etc. Et donc, c'est à l'intérieur de ces 171 observateurs et 111 organisations que nous avons procédé au recrutement des observateurs. Alors, les critères sur lesquels nous nous sommes basés, d'abord, il y a la disponibilité. Le lieu de résidence. Ne pas afficher une appartenance quelconque à un parti politique ou avoir un intérêt quelconque, une acquaintance avec un parti politique. 3, être à mesure, jouir de ses droits, toutes ses facultés, pour pouvoir suivre l'opération et rendre compte et écrire un rapport. Donc voici un attelage des critères sur lesquels nous nous sommes basés. Et nos organisations membres ont fourni les dossiers que nous avons analysés au siège et procédé au choix. Et dans les 500, il y a 111 et 116 observateurs long terme et 384 observateurs court terme. Long terme, qu'est-ce qu'on y met comme définition? Long terme, c'est ce qui va une semaine à plus. Et le court terme, c'est un jour avant, le jour du scrutin, et un jour après. C'est sur 3 jours. Mais il faut reconnaître que la Convention de la société civile a une expertise avérée, un professionnalisme sans commune mesure en matière d'élection électorale. Dans tous les cas, 2010, nous avons initié dans ce pays l'observation long terme de novembre 2008 à mars 2012. On en parlera tout à l'heure. La Fondation Djigui, certainement, vous avez observé les mêmes contraintes, notamment la charte de l'observation des élections en Côte d'Ivoire. Mais la Fondation Djigui, comment elle s'est organisée pour cette élection? Merci bien. Je voudrais en tout cas remercier la RTI pour l'occasion offerte. La Fondation Djigui, aujourd'hui, s'est organisée pour ce scrutin présidentiel avec 31 régions, 31 régions et 2 districts. Nous avons déployé 31 coordinations régionales, les 2 districts autonomes, Yamoussoukro et Abidjan. Nous avons, depuis le mois de janvier, nous avons commencé à réfléchir sur ce mécanisme et le déploiement de notre effectif. Donc, ce n'est que dans le courant du mois de juillet que nous avons implémenté toute cette coordination régionale. Et à partir de cette coordination régionale, nous avons commencé à recruter nos observateurs sur le terrain sur la base des critères qui ont été plus ou moins évoqués. Nous sommes allés plus loin en insistant sur le professionnalisme et en insistant également sur la non-appartenance de nos observateurs à des groupements ou situations ou sociétés politiques et autres.
Donc, ce sont des observateurs impartiaux, neutres, qui n'ont pris part à aucune campagne, qui n'ont pris part à aucune situation X donnée pour pouvoir compromettre leur regard sur le scrutin. Donc, de façon générale, c'était une méthodologie d'abord basée sur la formation, parce que n'est pas observateur qui veut, mais observateur celui qui peut, parce qu'il y a un certain nombre de conditions que l'observateur doit respecter, parmi lesquelles la neutralité, l'impartialité, mais surtout l'indépendance à tous les niveaux. Alors, vous êtes allé sur le terrain, vous avez observé le scrutin, mais qu'est-ce que vous avez regardé exactement? Le CNDH a peut-être mis l'accent sur la question des droits de l'homme? Évidemment, je vous ai dit que nous faisons une observation basée sur l'approche des droits de l'homme. C'est-à-dire, donnez-nous des détails. Dans la mise en œuvre de notre stratégie, nous avons conçu et élaboré des fiches d'observation basées sur l'approche des droits de l'homme. Et lorsque vous prenez ces fiches, vous verrez des questions qui intéressent la thématique des droits de l'homme. D'abord, pour les institutions nationales des droits de l'homme, comme le CNDH, c'est la participation aux affaires publiques, la participation de sa façon générale. Mais il y a des thématiques spécifiques, par exemple concernant la possibilité pour les personnes vivant avec un handicap de prendre part au vote. Si vous avez un bureau de vote situé à un étage, vous voyez que si la personne a un handicap ne lui permettant pas d'accéder facilement à ce niveau, elle ne pourra pas très facilement exprimer son vote. Si vous avez une personne qui est dépourvue peut-être de doigts, alors comment pourrait-elle apposer l'empreinte ou mettre sur le bulletin? Alors, donc, ce sont ces différentes questions relatives aux droits de l'homme qui apparaissent sur notre grille d'évaluation du processus. Voilà. Et donc, comme le disait mon collègue tout à l'heure, l'observation à long terme, nous le faisons depuis. L'observation à long terme commence depuis l'élaboration du cadre institutionnel et législatif relatif au processus électoral. Et ça va au-delà du jour du scrutin. Voilà. D'accord, on va essayer d'en comprendre davantage. Quand vous avez constitué les équipes et que vous les avez envoyées sur le terrain, comment vous les avez reparties sur le territoire pour être sûr qu'on vous remonte les bonnes informations? Alors, il faut savoir que le Conseil national des droits de l'homme dispose sur l'ensemble du territoire de 31 commissions régionales qui sont dans les régions du pays. Les sièges sont dans les régions du pays. Nous avons au sein de ces commissions régionales un personnel qu'on appelle officier des droits de l'homme qui y travaillent de façon permanente. Nous nous sommes basés d'abord ce personnel pour faire de l'observation à long terme depuis les discussions sur le cadre électoral en Côte d'Ivoire et le temps approchant pour les élections, nous avons mis en place un observatoire des droits de l'homme pour les processus électoraux 2020-2021. Dans le cadre du travail de cet observatoire, nous avons conçu des outils, des guides, des manuels pour la formation de nos observateurs. Nous avons recouru ensuite à la cartographie de l'électorat en Côte d'Ivoire, des bureaux de vote et des lieux de vote que la CEI a mis à la disposition du public pour faire nos estimations sur le nombre d'observateurs que nous pouvons déployer sur l'ensemble du territoire et avoir une couverture large pour avoir le maximum d'informations. Alors, nous sommes partis sur la base de la proportionnelle et nous avons dégagé un total de 1500 observateurs à déployer sur l'ensemble du territoire pour couvrir au maximum. Voilà, mais finalement, vous êtes arrivé à 1400, donc il y a eu quelques défections. Vous n'avez pas eu tous les 1500? Non, pas du tout. Nous avons eu les 1500 observateurs. Mais c'est ce que dit votre rapport. Notre rapport dit que nous n'avons en finalité travaillé qu'avec 1413 observateurs. Dû au fait que certains observateurs déployés dans l'IFU, par exemple, n'ont pas pu rejoindre les localités où ils devaient faire leur observation. D'accord. On reviendra pour savoir comment vous avez pu avoir les informations. Monsieur Ouattara, la grille de lecture, un élément qu'a évoqué tout à l'heure le représentant du Conseil des droits de l'homme, est-ce que vous partagez cette grille de lecture et elle est commune à vous tous? Non, ça dépend des langues d'attaque et en fonction de l'objectif et des centres d'intérêt qu'on recherche. Pour la Convention de la société civile, par exemple. Voilà, pour la Convention de la société civile, c'était de regarder d'abord, il y a 3 phases le niveau. L'ouverture, avec tout son attelage, surtout en mettant un focus sur le respect
de l'heure d'ouverture. Parce que le code électoral dit que le scrutin commence à 8 heures. Donc pour nous, en matière d'observation électorale, c'est un indicateur important. Donc nous avons recommandé à nos observateurs d'être devant les bureaux de vote au plus tard à 7h30. Ensuite, il y a le déroulement du scrutin avec la disponibilité du matériel, le professionnalisme des membres du bureau de vote. Est-ce que les membres du bureau de vote sont au complet? L'environnement, dans lequel se déroule les choses, la présence des forces de l'ordre, y a-t-il eu des intimidations, y a-t-il eu des influences, y a-t-il eu des campagnes le jour du scrutin? Voici un certain nombre d'éléments qui nous intéressent. Et enfin, la clôture. La clôture est la règle, un des principes de l'observation, c'est que lorsque vous observez l'ouverture dans un bureau de vote, vous êtes obligé d'observer la clôture dans le même bureau de vote. Et donc, voici un certain nombre d'éléments qui ont attiré notre attention, sur lequel nous avons prêté une attention toute particulière. Et vers 15h, 16h, nous avons fait un premier point du déroulement du scrutin. Alors que les bureaux de vote n'étaient pas fermés. N'étaient pas fermés. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut reconnaître qu'en matière de maillage du territoire, on a un avantage comparatif. Dû au fait que, comme je l'ai dit tantôt, la Convention a une expertise en matière de surveillance des politiques publiques en général, dont fait partie l'observation électorale. Donc, à la faveur des autres projets, par exemple, le suivi du contrat de développement et de désendettement, on a installé ces coordinations-là qui sont en région. Donc, les coordinateurs régionaux étaient déjà prépositionnés dans toutes les régions, les chefs-lieux de région. Et nous les avons formés déjà courant 30 septembre et le 1er. Et donc, nous les avons mis sur le terrain pour observer la pré-campagne, la campagne, et ensuite, ils ont continué. Et au niveau d'Abidjan, il y a aussi des observateurs qui sont prépositionnés dans les différentes communes. Et ensuite vient les courts termes. Et donc, comme l'a dit mon voisin d'à côté, le renforcement des capacités est un axe majeur. Parce que vous ne pouvez pas envoyer des individus qui ne maîtrisent aucune technique, aucun principe de l'observation. Oui, ça vous l'avez dit à votre première intervention. Voilà. On était sur la grille de lecture. On les a déployés. On était sur la grille de lecture avant de donner la parole au Parlement africain. La Fondation Djigui, quel était votre regard, le squelette que vous avez défini pour atteindre vos objectifs? Pour atteindre nos objectifs, nous avons attaqué effectivement en sus de ce que le coordonnateur de la Convention l'a dit. Nous avons attaqué sur l'angle beaucoup plus de la période avant, en observant les informations, la gestion de la campagne et en tenant compte aussi des propos des uns et des autres pour voir est-ce que la campagne se fait de façon citoyenne et républicaine. Nous avons observé à ce niveau avant le scrutin. Au niveau le jour du scrutin, tous les éléments qui ont été évoqués par M. Diakalia, nous avons intégré cela. Mais il faut juste ajouter à ce détail-là la situation de la participation électorale ce jour-là. C'est-à-dire que l'environnement, la participation de la population à l'exercice de son droit citoyen. Nous avons beaucoup plus remarqué cet aspect, en plus de tout ce qu'il a eu à évoquer. Mais également, il faut dire que dans le cadre de notre mission, nous avons mis l'accent aussi sur la situation des personnes en situation de handicap et les personnes de troisième âge. Parce que nous sommes une organisation humanitaire qui participons à la défense des droits de l'homme. Également, donc cet aspect-là nous a intéressés à un moment donné. Et puis, évidemment, la sécurisation du scrutin, parce qu'il a été noté que les forces de défense et de sécurité devaient déployer 35 000 hommes sur le terrain. Pour l'opération Barissement. Voilà, opération Barissement. Nous avons essayé d'observer cet aspect-là, si effectivement, ils sont dans les lieux de vote, et si possible, comment les lieux de vote ont été sécurisés, indépendamment des bureaux de vote. Donc, tout cet environnement-là faisait partie également de notre angle d'observation. Alors, avec 140 observateurs, le Parlement africain, comment il s'est organisé? Je rappelle qu'on a 22 000 bureaux de vote et 140 observateurs. C'était vraiment suffisant. Comment vous avez fait? Vous savez qu'en termes d'occupation rationnelle du terrain, ce n'est pas souvent évident qu'une mission puisse occuper l'ensemble du territoire. Mais nous avons des techniques que nous appliquons. Quand nous arrivons, je crois que nous avons certaines sociétés civiles nationales avec lesquelles nous essayons de collaborer pour pouvoir permettre surtout d'avoir autour de nos observateurs venus d'ailleurs des nationaux qui sont censés connaître des endroits où nos observateurs étrangers sont déployés.
Voyez-vous, donc nous avons pu, sur les 32 régions, occuper 18 régions. Vous voyez, on était déjà à plus de 58% d'occupation du territoire, parce qu'à travers la collaboration... On a 31 régions et 2 districts. Oui, autant pour moi. Donc vous voyez qu'avec cette collaboration dont je venais de vous faire cas, nous avons pu quand même essayer, à notre niveau, de pouvoir parcourir au maximum le nombre de bureaux de vote que nous avons pu. Vous avez vu dans notre déclaration, à plus de 800 bureaux de vote. Donc je pense que, étant donné que nous avons donc eu à avoir un certain nombre de bureaux de vote et surtout des régions parcourues, cela nous permettait déjà d'avoir un pool sur l'ensemble du processus. Est-ce que les observateurs, les 14 000 qui étaient sur le terrain et les 110 missions, est-ce que vous vous êtes partagé les informations, M. Ouattara? Il faut souligner quelque chose de très important. Une organisation, aussi puissante soit-elle, aussi solide soit-elle, financièrement, logistiquement, ne peut couvrir l'ensemble des bureaux de vote. Pas du tout. Ça, il faut le reconnaître. Que ce soit les organismes internationaux, Centre Carter, EISA et autres, personne ne peut se targuer de couvrir l'ensemble. Mais il y a des normes, il y a des standards. Si vous arrivez déjà à couvrir 6 à 7% des bureaux de vote, vos données sont fiables. Et donc, c'est à partir de là que nous déployons nos dispositifs et puis ensuite nous faisons nos analyses et nous tirons des conclusions. Ça, c'est important. Est-ce que vous partagez les informations, les 110 missions sur le terrain pour cette élection? Pas forcément. Chacun évolue et ça dépend. Par exemple, nous avons subdivisé les régions. Il y a 18 régions que nous avons mis en zone rouge. C'est-à-dire, pour vous? Pour vous, zone rouge, c'est-à-dire déjà des zones où il y a eu déjà des velléités d'affrontements, d'incidents. Par exemple, quand vous prenez le... Déjà avec des velléités, vous les mettez en rouge. En rouge. C'est pas suffisamment, c'est pas excessif? Non, c'est pour pas des velléités, on arrive déjà à la zone rouge. C'est pas excessif. Je vous ai déjà dit que nous avons du métier dans les jambes. Déjà depuis 2010, on est déjà rompu. Donc, en fonction des régions... Bon, parce qu'on a l'impression que vous fuyez la zone aussi. On ne fuit pas. C'est un devoir républicain de faire. C'est un sacerdoce. Personne ne nous oblige à faire l'observation. Mais aussi, il faut le reconnaître, être observateur, ce n'est pas un héros. Voilà. Donc, ce qui voudrait dire que... Donc, quand la zone est rouge, on n'y va pas. Quand la sécurité des observateurs est menacée, vous prenez le large. Ça, il faut l'ajouter. Et puis après, vous faites un rapport qu'on va regarder. Non, on tient compte. On va regarder. On ne fait pas le rapport parce qu'on le mentionne dans le rapport qu'on n'a pas pu compte tenu des circonstances sécuritaires. Et que vous avez pris le large. Après, on va regarder ça. Monsieur Hassan Diané. Oui. Je voudrais revenir sur un point essentiel que Diakalia et puis Sibiru ont évoqué tout à l'heure, qui porte sur la formation, le renforcement de capacité des observateurs. Vous voyez, nous n'avons pas un personnel qui vaut 1500. Alors, lorsque nous avons formé nos officiers des droits de l'homme, nos conseillers aux droits de l'homme et notre personnel sur les outils de l'observation, l'utilisation des grilles, les modules, c'est-à-dire les standards internationaux, les instruments de gouvernance électorale en lien avec les droits de l'homme, nous avons eu besoin de dupliquer cette formation à des acteurs locaux auxquels nous avons recouru comme des observateurs de proximité. Quand vous dites les observateurs, des acteurs locaux, donnez-nous un exemple. Alors, d'acteurs locaux que vous avez une commission régionale dans l'Indénieux Douablin qui est en relation avec des acteurs de la société civile dans le département de Bétier. Qui ne sont pas, par exemple, du CNDH. Ne sont pas du CNDH. Et comme nous sommes en interaction avec ces acteurs dans la région, ils ont bien voulu accepter d'être des observateurs du CNDH et nous les avons formés sur les outils de l'observation électorale basés sur l'approche des droits de l'homme. Pour la circonstance. Pour la circonstance. Et ça, c'est pour le jour du scrutin et pour l'après-jour. Mais avant, c'est le personnel essentiellement du Conseil national des droits de l'homme qui a fait l'observation à long terme, c'est-à-dire avant la phase préparatoire du processus électoral, la campagne électorale. Et puis le jour du scrutin, nous avons recouru à tout ce personnel, notamment les observateurs de proximité. On a bien compris l'intérêt de la formation. Monsieur Koulibaly de la Fondation Diegui, ce n'est pas pour parler de la même chose? Non, pas pour parler de la formation. Non, pas pour parler de la formation. On en a suffisamment parlé. Mais de nos équipes. Parce que c'est vrai qu'il y a une stratégie globale que la Fondation Diegui a définie, mais nous avons reparti, subdivisé la Côte d'Ivoire en 6 axes.
qui nous permettaient de mieux organiser notre mission d'observation sur le terrain. Et ces 6 axes-là nous ont permis aujourd'hui, quand on regarde, de couvrir 23% des 222 381 bureaux de vote mis à disposition de l'État. 22,82%. Exactement, parce que vous avez 1052 observateurs sur le terrain. Non, on a couvert parce qu'on a couvert 5108 bureaux de vote. Avec 1052 observateurs. Avec 1052 observateurs, donc ça nous donne un taux de couverture d'environ 23%. Voilà, 22,82 exactement. Voilà. J'ai fait le calcul, oui. Justement. D'accord, on y va. Merci. Donc, ce sont ces observateurs-là, c'est-à-dire ces missions déployées, qui nous ont permis à un moment X donné de l'avant-veille, parce que dans notre stratégie de formation également, certaines dispositions devaient être prises par nos observateurs, notamment se présenter à la commission locale, décrire un peu l'environnement de la localité. Et on a couvert totalement 180 localités en fonction des 6 axes. Et il y a eu, comme Jakaria le disait tout à l'heure, il y a eu des zones chaudes. C'était des prémixes parce qu'au cours de nos missions même de formation, nous sommes allés sur le terrain pour le renforcement des capacités dans certaines localités. J'étais chef de mission de formation, je n'ai pas pu accéder à la zone. J'étais obligé, avant les élections, de faire cette formation en téléconférence par rapport à cette zone. Et nous avons fait la formation en ligne pour dire que cette zone, effectivement, le jour des élections, il n'y a pas eu de scrutin. Mais c'était déjà prévisible dans notre mission par rapport à cette zone dont il a parlé tout à l'heure. Je pense que c'est la zone de l'Ifou, etc. D'accord. Sur les zones rouges dont parlait tout à l'heure M. Ouattara, j'aimerais vraiment savoir comment vous avez fait pour avoir les informations dans ces localités où il y a eu quelques manifestations dans le Parlement africain. Oui, je pense que, comme vous le savez, en termes de déploiement, il faut le préciser pour que les téléspectateurs comprennent, on ne déploie pas le jour du vote. On déploie parfois 2 à 3 jours avant, ce qui fait qu'avant les chaufferures, avant ces aspects de zone rouge dont nous parlons ici, certains observateurs sont déjà en place. Donc voyez-vous, on a déployé des observateurs à Bouaké, alors que 1 jour à 2 jours avant, puisque nous avons déployé 4 jours avant. Et 2 jours avant, ceux qui devaient repartir vers Yamoussoukro ont été bloqués. Où nous avons eu des observateurs bloqués au niveau de Yamoussoukro, d'où je remercie le ministère de la Sécurité qui a dépêché un avion spécial pour amener les observateurs sur Abidjan. Ça, c'est un exploit aussi qu'il faut souligner parce que cela démontre ici l'aspect sécuritaire qui a été déployé ce jour. Comment vous avez eu les données sur Yamoussoukro, par exemple? Oui, sur Yamoussoukro, comme je vous le dis tantôt, les observateurs étaient bloqués, mais qu'à cela ne tienne, je pense que, comme je le disais tantôt, nous avons un système de collaboration. Quand nous arrivons dans un pays, nous avons comme je le disais, des observateurs locaux avec lesquels nous collaborons et d'autres étaient là-bas et qui nous ramènent des informations pour nous permettre d'être équilibrés dans nos informations. D'accord. Alors, la chance que nous on a, c'est que nos équipes sont déjà sur le terrain, dans les 33 coordinations, et c'est l'occasion de rendre un grand hommage à ces dames et à ces hommes qui ont travaillé pendant ces moments chauds. Donc, ils sont déjà là, dans les chefs-lieux de région, avec une équipe de 8 personnes, un coordinateur plus 7 autres personnes. Donc, c'est eux qui nous font la remontée d'informations. Donc, on n'a plus besoin de faire déplacer des personnes d'Abidjan pour aller vers ces zones-là. Donc, ils sont là. Maintenant, peut-être la difficulté qu'on a, c'est qu'on a couvert dans le maillage les 33 chefs-lieux de région et les 2 districts d'Abidjan. Maintenant, c'est les départements et les sous-préfectures. C'est au niveau des départements et des sous-préfectures, là, on n'a pas encore pu couvrir l'ensemble du territoire. Et donc, c'est les relais. Et on a demandé à ces coordinateurs-là d'avoir des relais et des points focaux dans les départements, dans les sous-préfectures, de telle sorte que la remontée d'informations se fasse par ces coordinations. Et on a une équipe basée ici, à Abidjan, et on a fait une nuit électorale où on centralise toutes les informations avec une subdivision. Il y a 4 personnes, on a subdivisé l'ensemble des 3 régions en fonction de ces 4 personnes-là, et chacun a sa zone d'intervention avec ses coordinateurs qui sont les longs termes, et les longs termes ont des courts termes qui supervisent. Donc vous voyez donc par effet d'escalier, les courts termes remontent les informations au long terme, les longs termes remontent l'information à l'équipe projet qui centralise, qui traite et qui sort les communiqués qui est validé maintenant par le comité de pilotage. D'accord, vous êtes vraiment dans l'observation à proprement parler de l'élection présidentielle. Ça nous permet d'aborder le deuxième thème de cette émission. Et avant de vous donner la parole pour nous dire comment les choses se sont passées, je voudrais qu'on regarde le rapport de la CEDEAO et de l'Union africaine. La mission d'observation
a, sur la base de ces informations, noté ce qui suit. Sur le déroulement du scrutin, le vote a généralement débuté entre 8h et 9h dans la plupart des bureaux de vote que j'ai visités avec mon équipe. Dans la plupart des bureaux visités, le matériel électoral a été disponible. Une présence visible des forces de sécurité à l'entrée des bureaux de vote a été observée. Cette présence a été renforcée à certains endroits. Les représentants du candidat Alassane Ouattara et du candidat indépendant Konan Kwadio Bertin étaient présents dans plusieurs bureaux de vote que nous avons visités. Le dépouillement et le décompte des suffrages se sont déroulés globalement dans les zones observées conformément aux dispositions du Code électoral et des textes subséquents. La mission a relevé que les personnels électoraux identifiables aux couleurs nationales étaient présents dans près de 90% des bureaux couverts. Les représentants des candidats ont été présents dans la plupart des bureaux couverts par les observateurs de la mission, avec une moyenne de 2 représentants au moins par bureau de vote. Toutefois, celles des candidats d'Alassane Ouattara et Kwadio Konan Bertin ont été représentés. La mission a noté que les votes dans les bureaux de vote observés se déroulaient dans une atmosphère calme, sereine dans 97,5% des cas. Les rares perturbations observées étaient liées à la mauvaise gestion des files d'attente dans près de 67% des cas, ou l'indiscipline de certains électeurs dans 33%. Elle a également noté que la clôture du scrutin et le déroulement des opérations de dépouillement ont été satisfaisantes dans 90% des bureaux couverts. Bon, alors, M. Ouattara, vous aviez la parole tout à l'heure, parce qu'on est vraiment dans les indicateurs, dans la remontée de l'information, dans les statistiques, comme on vient de l'entendre. On vous écoute. Alors, avant de poursuivre dans notre lancée, je crois qu'il y a un élément que je ne voudrais pas qu'on mette en perte et profit. Dit-on. C'est important parce que l'un des domaines dans lequel la société civile en général et la Convention de la société civile en particulier excelle, c'est bien l'observation électorale. Mais chez nous, comme on le dit, quand un cultivateur travaille sur la pluie, il a beau transpirer, on ne peut pas le savoir. Donc c'est l'occasion de prendre à témoin l'opinion nationale et internationale sur l'expertise et ce que la société civile a pu développer dans ce domaine-là. Alors, M. Ouattara, je pense que si vous êtes là, c'est justement parce qu'on veut savoir cette expertise. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Dites-nous, comment vous avez travaillé? Qu'est-ce que vous avez ressorti dans l'observation de l'élection? On reviendra à vous tout à l'heure. M. Koulibaly de la Fondation Djigui. Effectivement, il y a... Qu'est-ce qui est ressorti? Qu'est-ce qui est ressorti? Comme on l'a dit en introduction, M. Diané le disait tout à l'heure, c'est que l'observation, c'est des objectifs bien précis. C'est une collecte des données et puis qui va aboutir à la formulation de recommandations et de conclusions suite à ce que nous avons observé. C'est des faits saillants, c'est des faits positifs, des faits négatifs que nous récoltons de part et d'autre. Donc, dans le cadre de notre mission d'observation, nous avions un pool qui était composé d'experts, sociologues, juristes, etc., pour consolider toutes les données et pouvoir faire une interprétation juste. Mais avant, dans le cadre du scrutin, il y a des situations au cours de la journée que nous remontons pour que les forces de défense et de sécurité également puissent agir à un moment X donné. Parce que la CEI, je me rappelle, a mis à la disposition de toutes les missions d'observation les PC pour permettre aux organisations que nous sommes, une fois les faits s'avèrent à un endroit bien précis, on montre les informations au PC pour que les forces de défense au poste de commandement, pour que les postes de commandement... Vous avez donné un indicateur tout à l'heure, vous avez parlé de la sécurité, entre autres. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans l'observation? Donc, de façon générale, la sécurisation s'est bien déroulée, sauf que tous les observateurs sont unanimes qu'il y a eu des points chauds au niveau du pays. Il y a eu des points chauds. Il y a eu des endroits où le vote n'a pas pu, le scrutin n'a pas pu se dérouler. Il y a eu des endroits où le matériel n'a pas pu arriver. Il y a eu des endroits où également il y a eu des échauffourées entre populations. Mais tout ça, comme les forces de défense et de sécurité n'étaient pas armées pour réagir, n'avaient pas d'armes létales, en ce moment-là, ils n'ont pas fait usage de la force. Souvent, la plupart du temps, c'était des négociations, des discussions pour qu'on puisse lever les barrages et autres. Donc, dans ce cadre-là, nous avons insisté sur la participation
sur la sécurisation du scrutin. Donc, dans notre rapport, on le dit très bien que ça a été un scrutin sécurisé de façon acceptable et au regard des conditions de travail que les forces de défense et de sécurité avaient. Donc, dans le cadre de notre mission, on avait 3 niveaux. C'est-à-dire le niveau terrain avec les 1052, mais dans les 1052, on avait un pôle de 46 qui était au niveau central et puis un groupe de 7 que nous avions baptisé les experts. Donc, eux, ils devaient traiter et remonter les informations. Moi, j'ai eu la chance, et je voulais en tout cas remercier ici le CNDH, parce que j'ai eu la visite de la présidente du CNDH pour voir quel est le matériel, comment je me suis déployé. Et après, je suis allé lui rendre visite. Et je pense que dans l'après-midi, nous avons échangé sur l'alerte précoce. C'est-à-dire que sur le cas de l'alerte précoce, qui est un système mis en place par la CEI, pour pouvoir faire les remontées d'informations. Et ça a été une très belle expérience où nous avons, entre 15h et 16h, remonté toutes nos informations qui pouvaient être traitées au niveau de la CEI à travers les autres mécanismes qui ont été mis en place. Alors, ce qui est très intéressant, effectivement, dans le cadre de notre mission, nous avons établi une salle de situation au Conseil national des droits de l'homme avec du personnel qui recevait en temps réel les incidents de terrain. Et comme nous avons au sein du Conseil national des droits de l'homme une plateforme d'alerte précoce qui est en lien avec le système d'alerte précoce de la CEI, lorsque nous recevions les informations de terrain, ces informations étaient enregistrées dans le système d'alerte précoce qui était communiqué directement dans le système d'alerte précoce de la CEI pour permettre au centre de coordination de la réponse rapide de donner des réponses rapidement sur le terrain. De trouver des solutions. De trouver immédiatement des solutions. Mais est-ce que vous avez trouvé? Oui. Quelle solution vous avez trouvé? Un exemple, on nous a signalé la difficulté pour les électeurs d'accéder au lieu de vote qui était situé au camp de gendarmerie d'Agban. Alors, parce que les électeurs, à majorité, étaient domiciliés du côté nord du camp, et donc il y a un portail d'entrée de ce côté nord qui avait été fermé pour des raisons de sécurité. Alors, les électeurs devaient faire le grand tour pour venir passer par le côté sud. Lorsque nous avons été informés, nous avons remonté l'information au centre de coordination de réponse rapide où siège le représentant de la gendarmerie nationale qui a immédiatement saisi sa hiérarchie à l'effet de permettre aux électeurs ce jour d'accéder par le portail nord du cas d'Agban pour pouvoir exercer leur droit de vote. C'est un exemple parmi tant d'autres. D'accord. Le Parlement africain, M. Cyril Nguégan. Oui, M. Kolo, je crois que par rapport à ce jour du vote, le Parlement n'avait pas eu d'incident à signaler. La seule chose que je voudrais relever, c'est que des endroits chauds, tels que le disent ici les collègues, c'est un aspect de droit que nous voudrions relever. Ceux qui ne voudraient pas aller voter, il faut reconnaître que c'est de leur droit. C'est de leur droit légitime. Et ceux qui se sont mobilisés à aller voter, c'est aussi un droit. Et cela veut dire, le fait de dire ici, pour nous, c'était des endroits à risque ou chauds, nous ne l'avons pas compris comme ça. Nous avons compris simplement que chacun est libre de s'exprimer dans son pays. Ceux qui n'ont pas voté, on retient qu'ils n'ont pas voté. Et ceux qui sont sortis pour aller voter, nous les avons supervisés, comme notre travail nous demande. En tant que... Mais il y a eu, vous-même vous l'avez dit, dans vos différents rapports, des endroits où d'autres ont été empêchés de voter. C'est aussi le même exercice du droit? Oui, c'est le droit, puisque si vous empêchez, la force de sécurité prend acte. Parce que je crois qu'ici, il faut le reconnaître. Vous avez 22 135 bureaux de vote et 35 000... 22 395 de bureaux de vote sur 35 000 agents déployés. Vous voyez qu'ils ne pouvaient pas se repartir de telle sorte. 000 agents de sécurité. Donc vous comprenez que de manière rationnelle, on ne pouvait pas avoir plus que 3 ou 4 ou 5 agents de sécurité par lieu de vote. Donc du coup, il y avait eu ce rapport de force entre ceux qui venaient empêcher d'autres citoyens libres d'aller voter et, comme l'a dit ici tantôt le collègue, il n'y avait pas d'armes à feu pour pouvoir tirer sur la population. Donc il y avait sur d'autres bureaux où nous avons constaté des négociations, ce qui nous a même attiré notre attention. Monsieur Ouattara. Merci. Je crois qu'il faut saluer là l'esprit républicain et le professionnalisme de la force de l'ordre qui ont fait montre d'une responsabilité accrue. Ça, il faut le souligner, et nous l'avons constaté sur le terrain.
Ensuite, dans le cadre de la remontée des informations, il y a un élément. Chez nous, nous avons utilisé 2 processus, à la fois physique et en ligne. D'abord, l'un des outils phares que l'observateur utilise, c'est le formulaire. Et donc, chaque observateur chez nous avait droit à 7 formulaires. Non, 6 formulaires, c'est-à-dire un formulaire d'ouverture et de clôture, et 5 autres formulaires qui doivent visiter 5 bureaux de vote au minimum. Et donc, quand vous mettez 6 fois 500, c'est ce qui fait 3000, donc un peu plus de 7% des bureaux de vote ici. Donc, on avait un système de remontée par SMS, par WhatsApp, par le groupe mail. Et on avait un statisticien qui était basé au siège où il recevait les formulaires en ligne, les gens renseignaient et en même temps, il rentrait les données. Il y a aussi une blogueuse en notre sein qui aussi était en interaction entre l'équipe basée au siège et les données récoltées en ligne. Et donc, c'est tout cet attelage-là qui nous a permis de faire le point à 14 heures. Voilà, donc et quand vous avez fait le point à 14 heures, selon vos indicateurs, vous étiez à quel niveau? Alors, selon nos indicateurs, au niveau de l'ouverture, on s'est rendu compte... On a déjà parlé de la sécurité, où vous avez salué... On s'est rendu compte que les bureaux ont ouvert entre 8 heures et 11 heures, avec un pic à Ara qui a ouvert à 13 heures. Voilà, ça, c'est important pour nous en termes de choses. Ensuite, on a essayé de voir est-ce que les membres du bureau de vote étaient au complet. Parce que dans un bureau de vote, il y a un président et 2 assesseurs. Est-ce qu'ils sont au complet? Et qu'est-ce que ça a donné? Par endroit, ils étaient au complet. Par contre, dans d'autres endroits, ils n'étaient pas au complet. Dû au fait que le matériel peut être arrivé en retard, etc., etc. Ou compte tenu de la pisco généralisée, qui fait que les gens peut-être ont eu du mal à se déplacer. Si vous voyez, moi j'habite Bassam. Quand je suis parti de Bassam à Abidjan, ce jour-là, j'avais l'impression que la ville était un cimetière avant 8 heures. Donc, tous ces facteurs-là peuvent concourir à ça. Ensuite, on a essayé de regarder est-ce que les candidats avaient leurs représentants dans le bureau de vote. C'est important en termes de levier, en termes d'indicateurs. Et généralement, le constat qui ressort, c'est que c'est le candidat du RHDP qui était presque dans tous les bureaux de vote. Ça, c'est important. Est-ce qu'il y avait la présence d'autres observateurs autres que nos observateurs? Oui, on s'est rendu compte, et c'est effectivement, on a encouragé CNDHCI, Fondation Djigui et autres, dans, comment il s'appelle les choses. Maintenant, il y a un autre indicateur qui a prêté notre attention, c'est ce que j'ai dit, c'est l'environnement général du vote. Le jeudi à minuit, en principe, aux abords, dans les 100 mètres des lieux de vote, il ne doit pas avoir d'affiches ni de campagne le jour du scrutin. Nous avons regardé cela et on s'est rendu compte que ça a été respecté. Ça, c'est des indicateurs pour nous qui comptent. Et ce sont ces indicateurs qui concourent à dire au finish que le scrutin a été crédible. On va arriver à la conclusion. Et justement, il y a cette question de la crédibilité. Dans l'opinion, on se dit, des observateurs qui n'ont pas couvert tout le territoire. Ici, sur ce plateau, vous êtes 4 missions que vous représentez. Et au total, ça fait 3105 observateurs pour les 22 381 bureaux de vote. Est-ce que la question de la crédibilité qui se pose, évidemment, n'est pas justifiée? Monsieur Koulibaly. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Et chaque mission d'observation fait un point. Et en fonction de ses capacités logistiques, ses capacités en termes de ressources financières, ses capacités en termes d'hommes, en termes de ressources humaines et autres, chacun déploie. Et en fonction de l'angle également sur lequel tu veux aborder, et comme M. Diakale l'a dit tout à l'heure, aucune organisation ne peut se prévaloir observer les 22 381 bureaux de vote. Ça, ce n'est pas possible. Mais là, aujourd'hui, nous sommes... Oui. Prenons le principe du lieu de vote. Le lieu de vote, nous avons 10 850 lieux de vote. Sur les 10 850 lieux de vote, nous, Fondation Djigui, nous avons couvert à peu près 10%. C'est-à-dire que nous sommes à 1052 observateurs, ça nous fait 9,69%. Donc, si chacun fait le calcul à ce niveau, on peut estimer que pour les 10 850 lieux de vote, on peut facilement se retrouver avec une juxtaposition des éléments, on peut se retrouver facilement à près de 60-70% de lieux de vote couverts. Donc, en rien, cela ne peut entacher de la crédibilité de notre observation. Étant entendu que l'observation, c'est une caméra. Nous venons fixer ce qui est bien, nous relevons.
Ce qui est insuffisant, nous relevons et nous formulons des recommandations pour que les échéances futures se passent dans les meilleures conditions. Moi, je pense que l'observation ne devrait pas souffrir de manque de crédibilité dès lors que la mission mise en place, la mission sur le terrain, se conforme aux principes de l'observation, aux principes fondamentaux de l'observation, les principes de neutralité, d'impartialité. Peu importe la méthode utilisée, vous avez la méthode proportionnelle qui consiste à faire un déploiement des tailles électorales, et puis la méthode de l'échantillonnage ou des statistiques qui consiste à partir d'un échantillonnage pour pouvoir faire une projection. Est-ce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas d'extrapolation? Vous n'exagérez pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Le Parlement africain, est-ce que vos résultats sont suffisamment représentatifs de ce qui s'est passé? Je pense qu'au vu du nombre d'observateurs que nous déployons et avec la collaboration telle que je le disais, c'est tout à fait logique que nous donnions une impression qui soit équitable au jour du vote. Parce que comme vous l'avez écouté tout à l'heure, le CNDH l'a dit, c'est un échantillonnage. Parce que vous ne pouvez pas prétendre occuper toute l'étendue du territoire. Ce n'est pas possible pour aucune mission d'observation. Donc, par conséquent, nous pensons que la collaboration aussi, il ne faut pas l'oublier. Les missions se collaborent. Il ne faut pas que les gens se trompent. Parce que pendant que nous faisons même nos déclarations, des missions sont de manière conjointe. Alors, nous pensons ici que le Parlement, précisément, à chaque fois que nous avons observé, nous avons nos techniques à nous qui nous permettent de telle sorte que nous puissions justifier tout ce que nous donnons comme statistiques ou surtout comme rapport préliminaire. Parce que nous pensons qu'à chaque mission, le Parlement essaye d'aller jusqu'au bout, comme d'ailleurs vous voyez ici à présent. Vous êtes tous pour le moment avec vos rapports préliminaires. Je pense qu'après, ça va continuer. Oui, bien entendu. Et M. Ouattara, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas d'extrapolation. Il n'y a pas d'extrapolation. J'ai bien dit que les normes les standards au niveau international, si vous arrivez à couvrir 6 à 7%, déjà, vous faites des projections, parce qu'on a des statisticiens avec nous. Bien entendu. Voilà, donc on n'est pas tombé de la dernière pluie pour pouvoir annoncer que le scrutin a été crédible ou pas. Et dans la crédibilité, il faut le souligner. Et je l'ai dit à certaines occasions que quand un spectateur regarde le match Barça-Real de Madrid, il n'a pas la même lecture qu'un entraîneur de football qui regarde ce match. Ça, c'est important en termes de règles. Les gens... Mais après, on regarde le résultat. J'arrive. Les gens spéculent beaucoup sur la crédibilité. Mais la crédibilité, il y a 4 éléments qu'il faut prendre en compte. L'inclusivité, la transparence, la responsabilisation et la compétitivité. C'est sous ces 4 critères-là, ces 4 indicateurs, quand c'est vérifié, à travers un certain nombre d'indicateurs que nous avons déclinés depuis l'ouverture du bureau de vote jusqu'à la clôture. Voilà. Donc, on ne se lève pas... L'observation, ce n'est pas aller en villégiature. Voilà. C'est du professionnalisme. Voilà. Et avoir du coffre, c'est ce qu'on a dit, quand on forme nos individus avant de les envoyer. Et c'est pourquoi on dit on ne prend pas en compte les données remontées par la presse, ni par les réseaux sociaux. C'est ce qu'on a vu de nos propres yeux. Les yeux. Donc, quand les journalistes sont quand même crédibles. Bon, vous aimez faire du sensationnel. Ah bon? Voilà, donc du coup, c'est différent de nous en tant que... on ne va pas faire le procès des métiers parce qu'on n'en sortirait pas. C'est du cosmétique parfois. C'est l'un des principes d'ailleurs. Voilà. Et donc du coup, ça dit que... Est-ce que vous avez été témoin, vous avez vu? Justement. C'est ça, témoin oculaire et auriculaire. D'accord, on va vous passer la parole s'il vous plaît. Non, c'est important de souligner cela. Vous allez terminer, oui. Parce que les journalistes font parfois des remontées d'informations qui après quand on vérifie, ce n'est pas fondé. Bon, d'accord. Ça, je vous laisse dire tenir évidemment ces propos parce que je ne suis pas tout à fait d'accord. Monsieur Koulibaly. Oui, il faut dire que simplement, l'observation, c'est une science. Comme les autres sciences, c'est une science. C'est un art, c'est un système, c'est des mécanismes qu'on met en place. C'est un ensemble d'éléments conjugués qui aboutissent à une déclaration sur une situation que vous avez observée effectivement. Parce que lorsqu'on prend la définition fondamentale, on dit l'observation, c'est la collecte d'informations. Mais ces informations que vous collectez doivent être objectivement vérifiables. Elles doivent être objectivement vérifiables. Donc, par exemple, une situation, il y a certains qui sont passés sur les plateaux, on dit qu'il y a eu 4 morts dans certaines localités. J'ai fait l'observation dans cette localité. J'étais à 1 mort signalé.
Mais lorsque j'ai vu cet observateur, on a discuté, j'ai dit, bon, moi, je ne vais pas me prononcer sur les 3 autres cas parce que je ne l'ai pas objectivement... On allait arriver justement à ces contradictions dans vos différents rapports. Il y a beaucoup de contradictions, notamment ce que vous venez de citer. Voilà, parce que... Sur ces questions, par exemple, voici pourquoi on parlait de crédibilité. Sur ces questions, comment ça peut s'expliquer qu'il y ait autant de contradictions sur les éléments souvent importants? C'est ce que j'ai dit et je vais revenir dessus. C'est la question du recrutement des personnes que vous prenez. Ça, c'est fondamental. Lorsque les gens, quand il y a un scrutin et que les gens que vous prenez pour être observateurs chez vous, il n'y a pas un certain nombre de codes de conduite à respecter qu'on peut appeler de la déontologie de l'observation. Mais quand la personne vient à l'observation pour une journée simple et puis qu'il y a des velléités par derrière de faire des remontées forces d'information, elle va évidemment entacher votre crédibilité dans ce que vous rendez. Donc c'est pourquoi le choix même de l'observateur obéit à des critères et à des valeurs. Si on ne retrouve pas ces valeurs de sincérité, ces valeurs de responsabilité, on ne trouve pas ces valeurs de compétence en ces personnes, pourquoi on les recrute? En ce moment-là, vous allez avoir un rapport truffé de beaucoup d'incohérences. Donc nous, au niveau de la Fondation, nous avons mis notre accent dans le recrutement sur la base, Jack l'a dit tout à l'heure, c'est la disponibilité, mais au-delà de la disponibilité, il y a la crédibilité, la sincérité de la personne que nous engageons, le professionnalisme également de la personne, mais également son engagement citoyen et républicain. Alors, sur ces contradictions... Sur ces contradictions, je dirais que cela résulte généralement du non-respect des principes qui gouvernent l'observation par certains. Est-ce que c'est parce qu'ils ont vu? Est-ce qu'ils se sont bien formés? C'est la question. On peut peut-être demander, on peut peut-être se dire aussi, c'est ce qu'ils ont vu? Non? Est-ce qu'ils ont été rigoureux? Est-ce qu'ils ont été professionnels? Est-ce qu'ils ont vérifié effectivement les faits? Je vous prends un exemple. Au secrétariat de l'Observatoire, on nous remonte le jour du scrutin qu'il y a 5 morts à Teyiri. J'appelle tout de suite le président de la commission régionale du Go, avec lequel nous travaillons quotidiennement. Je lui dis, votre officier des droits de l'homme qui vous a rapporté ces informations, est-ce qu'il a vu les corps? Est-ce qu'il était sur le terrain? Il me dit non. Qui lui a rapporté ces faits? Est-ce que c'est de bouche à oreille? Est-ce qu'il a pu vérifier? Il me dit non. Je lui renvoie sa copie, allez vérifier l'information. Il retourne lui-même en tant que président de commission régionale, il vérifie les informations avec la brigade de gendarmerie, avec les familles des victimes, des blessés, et il me revient le soir pour me dire effectivement il n'y a pas eu 5 morts, mais on a comptabilisé 3 morts. Source, brigade de gendarmerie et famille des victimes décédées. Donc vous pensez qu'il y a des observateurs qui n'ont pas travaillé comme il fallait, qui ont manqué de rigueur dans le traitement de l'information, dans l'analyse de l'information. Voilà. D'accord. Si j'évoque ce que vous avez évoqué tout à l'heure, la zone rouge, et peut-être se limite à appeler ou à passer un coup de fil pour avoir une information dans la zone rouge en question, j'emprunte vos mots. Le Parlement africain, comment on explique qu'il y ait autant de difficultés à avoir une même lecture? Bon, je dirais simplement qu'il faudrait que chaque mission d'observation se réfère à la charte de l'observatoire. Parce qu'avant que vous n'alliez observer, il y a toujours un briefing avec la commission électorale et certaines autorités en charge. Alors, et quand vous le faites, vous avez des kits qui vous sont distribués. À quoi vous le servez ces kits? C'est de savoir, l'observateur a des limites. Ça, il faut le savoir. L'observateur n'est pas tout permis. Parce qu'au jour du vote, c'est des jours sensibles, très sensibles, et il y a des informations qui ne peuvent pas être données par un observateur. Puisque dans l'organisation, par exemple au Parlement, aucun observateur n'est censé faire une déclaration le jour du scrutin. Il remonte l'information à son chef de délégation, qui le remonte au chef de mission. Et à lui seul de vérifier et de voir la véracité des faits avant de pouvoir le relayer. Parce que vous savez, autant que nous sommes observateurs, nous sommes tous sur le coupon de la CI, la commission électorale indépendante, qui organise les élections. Et qui vous a remis ces chartes. Donc ça veut dire que nul n'est au-dessus de la loi. Vous voyez qu'il y a une loi d'observation. Et donc, tout le monde doit se référer à ça. Donc, le fait de dire qu'il y a des informations
je dirais, parfois douteuses de certains observateurs. Il faut aussi le dire, hein, que parfois nous avons remarqué dans certains de nos pays qu'il y a des infiltrés. Hein, attention, peut-être vous ne le savez pas, il y a des missions recommandées qui viennent avec des calendriers cachés pour perturber le bon déroulement du scrutin. Parce que le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, nous avons été très vigilants parce que nous savions qu'il y avait justement un climat un peu morose. Alors il fallait être vigilant parce que ceux qui allaient voter, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de leur droit. Et ceux qui ne vont pas voter n'ont pas le droit d'empêcher d'autres d'aller voter parce que rester chez vous sans voter, c'est aussi un droit. Mais sans toutefois empêcher celui qui a la volonté d'aller voter. Parce que vous tous, vous essayez de défendre vos droits. Alors je crois que le fait de... Monsieur Ouattara, quand on entend très souvent qu'il y a eu des morts ou le nombre est beaucoup plus élevé, ça vous revient. Et vous, qu'est-ce que vous faites alors que vous observez l'élection? Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps pour ne pas que la psychose, évidemment, gagne le reste des localités? D'abord, il faut souligner que l'observateur n'intervient pas dans le processus électoral. Voilà. Il n'intervient pas. Il formule des recommandations, il note. Il observe, il note et il fait des remontées en vue des recommandations pour parfaire le processus. C'est ça. Ça, c'est très important. Alors, par rapport aux morts, la première des choses, quand nous sommes saisis, c'est de vérifier. Est-ce que vous voyez? À Yopougon, on nous avait appelé qu'il y avait 3 morts à Kouté. Nous avons demandé à notre point focal, est-ce que tu as vu les 3 morts? Si tu les as vus, fais les images et puis il faut nous remonter. Il dit en toute sincérité, je n'ai vu qu'un seul mort. C'est pourquoi vous allez voir dans notre communiqué, Kouté, on a mis un mort. Yamoussoukro, on nous a rapporté les 2 images. Donc, voilà. Donc ça, c'est important à préciser. Et comme le dit, il y a, en toute corporation, il y a toujours des brebis galeuses. Ça, il ne faut pas, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de former à temps ces observateurs et les déployer. Mais dans tous les cas, ça jette le discrédit sur l'ensemble de la corporation. En tout cas, parce que c'est très visible. Bon, on dit une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Ça, c'est clair. Et donc, du coup, il ne faudrait pas jeter l'opprobre ou jeter le bébé et l'eau et le... Comment ça s'appelle? Le bébé, non. Ce n'est pas à cause d'une organisation ou de 2 observateurs qu'on va dire que l'ensemble de tous ces observateurs-là... C'est vrai que c'est une seule graine qui fait pourrir le sac de maïs, mais ça sont raison gardée. On a croisé même des gens qui avaient à peine des difficultés à définir les organisations qui les ont mandatées sur le terrain. Tout à fait. D'accord, il y a parfois des organisations images, oui. où les observateurs se sont érigés en scrutateurs ou bien en complément des membres du bureau de vote. Ça, c'est des fautes extrêmement graves. Voilà. D'accord. Alors, on parle tout à l'heure de crédibilité, mais qu'est-ce qu'on peut dire comme élément qui crédibilise justement une élection ou qui l'entache? En termes de crédibilité, il faut dire que c'est d'observer que tout le monde a le droit d'exercer son vote. Ça, c'est un élément, c'est un indicateur de crédibilité. Deuxième élément, il faut noter également qu'il y a la possibilité à tous les candidats au scrutin d'avoir droit à la parole, de s'exprimer et de présenter quelque chose. Donc, troisième élément, c'est le dispositif électoral. Et qu'on ne note pas quelque part qu'une population est empêchée pas par la population, mais par le dispositif étatique qui empêche une population d'exercer son droit. Donc, lorsque tous ces facteurs n'ont pas été observés et que le samedi 31 dernier, les gens se sont levés pour certaines régions dans le calme, ils sont allés accomplir leurs droits civiques. Pendant ce temps, d'autres ont estimé qu'il ne faut pas aller. Il n'y a pas eu de problème. D'autres ont estimé qu'en allant, je dois empêcher mon voisin d'aller le faire. En ce moment-là, il y a quelques soucis. Mais cela n'empêche nullement la crédibilité du scrutin. Alors, vous avez relevé 681 incidents. Pour vous, c'est un élément qui crédibilise ou qui entache? C'est un élément qui crédibilise les élections. On parle d'incidents, mais les incidents, c'est des incidents de différentes natures. Voilà, c'est des incidents de différentes natures. Ça peut être des incidents, comme on l'a relevé dans notre rapport, ça peut être des incidents dus au saccage du matériel électoral, mais automatiquement, lorsque ça s'est fait et que les observateurs notent que nous avons la remontée de l'information
la CEI est saisie, le matériel est souvent remplacé. Et deuxièmement, ça peut être des lieux de bureau, les lieux de vote complètement fermés. En ce moment-là, on empêche les gens d'aller exercer leurs droits. Mais lorsqu'on fait le tour de tous ces aspects sur les 22 381 bureaux de vote et que la CEI, dans sa déclaration, estime qu'il y a eu, en fait, affiche qu'il y a eu plus de 17 000 BV qui ont ouvert. En ce moment-là, quand on fait le ratio, ça rentre dans la moyenne générale. On est à peu près à 4 000. On est à peu près à 4 000 et quelques... Monsieur Ouattara, oui. Ajouté à cela, il y a le secret du vote. L'emplacement de l'isoloir doit garantir le secret du vote. C'est un élément important dont nous vérifions. La qualité du matériel, le listing. Est-ce que le lecteur qui rentre, les membres du bureau de vote vérifient s'il est inscrit sur la liste électorale? La qualité du matériel, l'encre est-il indélébile? Est-ce que vous voyez? Tout ça concourt à la crédibilisation du vote. Pour la convention de la société civile. Y a-t-il eu dysfonctionnement criard dans le dispositif? Y a-t-il eu anomalie? C'est tout ça qui concourt à la crédibilité. Ce n'est pas un seul élément. Bon, pour la convention de la société civile, qu'est-ce que cela donne? Entre éléments qui crédibilisent et éléments qui entachent, qu'est-ce que... D'abord, je voudrais souligner quelque chose. Quand vous prenez les 33 régions, il y a une seule région où il n'y a pas eu de vote du tout, c'est Ifou. Tout à fait. Ça, il faut le souligner. Où il n'y a pas eu de vote du tout, c'est Ifou. Daoukro, Mbayakro, Prikro, Wele. Même Moronou, dès l'instant qu'il y a eu vote à Ara, on ne peut pas le dire. Donc, dans les régions, même s'il y a un vote dans un village, on ne peut pas mettre en rouge, comme j'ai vu circuler dans la presse. Tout à fait. Comment il s'appelle? Une carte de la Côte d'Ivoire. Où tout était rouge pratiquement, voilà. Oui. Deuxième chose, ou trois, nous avons 33 régions. Si le scrutin a entaché sur 15, 16, 17, 18 régions, là en ce moment on peut dire que le scrutin est entaché d'irrégularité, il n'est pas crédible. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de vote dans une seule région qu'on va utiliser une conclusion hâtive pour dire non que le scrutin n'a pas été crédible. Oui, parce que tout à l'heure, le responsable du Parlement africain en parlait tout à l'heure. Il y a eu quand même vote, et il faut le noter, c'est aussi le droit dont vous parlez tout à l'heure, monsieur Cyril Nguégan. Oui, alors effectivement, je crois que tout a été dit ici. Sur les 33 régions, une seule région qui n'a pas voté, ça veut dire que nous avons dépassé la moyenne. Donc ça veut dire qu'en termes de crédibilité, le vote a été crédible. Le vote s'est tenu et ceux qui devraient voter ont rempli leur devoir civique. Et je crois que c'est tout ce qu'un citoyen peut faire le jour du vote. Yanné Hassan. Je souscris parfaitement à ce que mes prédécesseurs viennent de dire. C'est l'observation ou les conclusions de l'observation donnent un jugement d'ensemble. Voilà. C'est un jugement d'ensemble, une impression d'ensemble. Alors, sur cet ensemble, est-ce que il y a des éléments qui décrédibilisent tout le processus ou bien est-ce qu'il y a juste des éléments marginaux? C'est ça. D'accord. Et finalement, vous êtes arrivé à quelle conclusion au CNDH? Posez la question, je vous retourne. Vous êtes arrivé à quelle conclusion? Vous avez écouté la déclaration de Madame la Présidente du Conseil national des droits de l'homme. J'ai le rapport, le rapport préliminaire, oui, qui dit que... Qui parle de 213 incidents. Voilà, oui. Les élections se sont tenues dans des conditions acceptables et satisfaisantes, de façon globale. Voilà. D'accord. En citant évidemment ce qui s'est passé tout à l'heure. Mais il y a aussi cette question qui... Oui, M. Ouattara, vous voulez ajouter quelque chose? Parce qu'il y a deux expressions dont il faut faire attention. Tout à fait. Émaillé et entaché. Voilà. C'est quand c'est entaché que ça concourt à la non-crédibilité du scrutin. Mais quand c'est émaillé, ce qui voudrait dire qu'on prend en compte les incidences qui ont eu lieu. On prend en compte les pertes en vies humaines. C'est pourquoi vous allez voir, quand on a dit que le scrutin globalement a été régulé, transparent, mais aussi faut-il noter qu'il y a eu des cas de force majeure dont il ne faut pas mettre en perte de profil. Voilà. Donc quand vous mettez dans la balance, vous avez une balance entre là où le scrutin s'est passé de façon calme, apaisée, et là où il y a eu les incidences. Si la balance va du côté des choses, on tire la conclusion. Voilà. Donc, ce que j'ai dit au début de notre expression, l'observation, c'est une science. On ne va pas en villégiature, on ne va pas en tourisme. On va en termes de quelqu'un qui est averti, qui est éclairé, qui connaît.
et qui sait ce qu'il va aller regarder parce qu'il y a un certain nombre de leviers, il y a un certain nombre d'indicateurs, il y a un certain nombre de critères qui concourent à la crédibilité. Et donc, quand vous les décrivez, et donc en conclusion, vous allez voir, généralement, c'est toujours ça, en conclusion, parce que c'est au regard ou de ce qui précède. Voilà l'expression consacrée. Oui, justement, et quand vous le dites, vous dites que tout s'est bien passé. Est-ce que finalement, on ne minimise pas ce qui s'est passé comme violence? Non, pas du tout. On dit, vous allez répondre. Vous allez répondre. Vous allez répondre un à un. D'abord, M. Coulibaly. En fait, c'est des cas. C'est comme si on est dans une situation où sur 100 éléments, et puis on a peut-être 10 c'est-à-dire vous avez 100 appareils, 5 ou 6 appareils ne fonctionnent pas, et puis vous allez dire l'ensemble de vos appareils-là ne fonctionne pas. C'est des indicateurs qu'on regarde. Donc, vous voyez, même la CEI, elle a 22 381 bureaux de vote. Elle ouvre, elle constate qu'il y a 17 601 PV ouverts à peu près. Donc, on est autour de 4 000 qui ne sont pas ouverts. Donc, elle tire une conclusion. Voilà, sur les 4 000, est-ce que sur les 4 000 sur les 22 000 qui ne sont pas ouverts peuvent entacher la crédibilité du scrutin que j'ai organisé? Non. Ça veut dire que c'est des indicateurs. Si, par exemple, on est à 50-60% de cas d'incidents, de façon générale sur le territoire, comme on l'a dit, on a 31 régions. Plus 2 districts. Plus 2 districts. On se rend compte que les élections n'ont pas pu être organisées dans 50%, ou bien dans à peu près 20 régions. En ce moment, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, c'est des statistiques qui sont tenues. La formule consacrée, effectivement, c'est le scrutin s'est passé dans les conditions satisfaisantes, de façon générale, mais nous notons néanmoins qu'il y a eu des incidents qui ne peuvent pas... D'ailleurs, vous l'avez relevé. Oui, M. Ouattara. Nous ne mettons pas en perte et profit les pertes en vies humaines et les dégâts matériels, s'il vous plaît. Ce n'est pas ça. Oui, vous l'avez mentionné dans votre rapport. Et il faut noter aussi une chose, c'est que la Côte d'Ivoire, la violence en matière électorale tend à devenir une marque déposée de la Côte d'Ivoire. Et ça, il faut le corriger. Alors, vous êtes en train de dire quelque chose qui est suffisamment grave? Non, je pense qu'il faut relativiser quand même. Non, je le dis parce que, à part les élections de 2015, où il n'y a pas eu de violence du tout, généralement, toutes les élections, il y a eu des violences quand même. Et comparativement au Ghana, notre voisin, la compétition au niveau là-bas, c'est un jeu, c'est une... C'est-à-dire que... On va arriver à cette partie-là. Dans la troisième partie, on va parler des solutions, justement. On évoquera la question. Est-ce qu'on peut arriver un jour à faire une élection? On en parlera. Monsieur Ouattara, on passe la parole, s'il vous plaît. Une seule urne. S'il vous plaît, on passe la parole à M. Diané. Oui, je voudrais dire que, en revenant sur ce que Sibiri a dit tout à l'heure, rappeler que c'est un jugement d'ensemble. Vous n'aurez pas, dans aucune démocratie, aussi parfaite qu'elle soit, un système électoral parfait. Vous n'aurez pas ça dans le monde. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Oui, d'accord. Un candidat remet en cause une pratique... Le président sortant. Voilà, une pratique ou un mode de vote qui est en cours depuis des années. Le vote par correspondance. Et il introduit des recours devant les juridictions pour suspicion de fraude. C'est l'une des plus grandes démocraties au monde. J'en conviens, oui. Alors, c'est pour cela que le législateur, conscient du fait que tout processus peut être entaché d'irrégularité, a prévu, dans le cas de la Côte d'Ivoire, que l'irrégularité ne peut entraîner la remise en cause du scrutin que lorsqu'elle est de nature à entacher la sincérité du scrutin. D'accord. C'est bien. Le Parlement africain, c'est d'ailleurs peut-être pour cela que dans votre rapport, vous n'avez pas insisté sur les violences? Bon, on ne dirait pas qu'on n'a pas insisté, puisque nous avons quand même fait cas par endroit. Oui. Et nous ne disons pas que... En une ou deux phrases, oui. Voilà, et nous ne disons pas que nous ne déplorons pas surtout les cas de perte de vie en vie humaine, parce que, vous savez, la vie est sacrée. Mais qu'à cela ne tienne, nous pensons que, en aucun cas, la commission électorale qui organise les élections ne saurait être une rébellion pour tuer la population. Donc, cela veut dire que
avec les forces de sécurité déployées, c'est toujours dans un aspect, dans un environnement sécurisé qu'on voudrait que les votes s'y tiennent et que la population aille voter en toute quiétude. Alors nous disons ici au Parlement que nous interpellons, ici on profite, l'ensemble de nos citoyens, nos concitoyens ivoiriens pour dire que les votes, c'est comme le disait le doyen sur le plateau, c'est un moment de retrouvailles. Ce sont des périodes de joie. Parce que quand vous allez choisir la destinée de votre nation... On en parle maintenant dans la troisième partie de l'émission. Il nous reste à peine une vingtaine de minutes. Vous avez parlé des bons et des mauvais points. On en a suffisamment parlé. D'ailleurs, les mauvais points. Parlons des bons points. Qu'est-ce que le Parlement africain a noté comme bon point pour cette élection, si vous voulez un enseignement? Oui, le bon point, c'est que je crois que sur l'ensemble des bureaux que nous avons couverts, nous avons retenu que la majorité était ouverte en temps réel, puisque nous disons que le Parlement a pour habitude d'être sur le terrain à 7 heures, même si les bureaux doivent être ouverts à 8 heures, mais nous avons constaté que les bureaux que nous avons parcourus étaient ouverts. Alors, le matériel électoral, comme nous le disons d'habitude, était présent, et nous pensons que la discipline que nous avons constatée dans certains endroits majoritairement était l'aspect que nous recherchions. Parce que aller voter dans la discipline, cela voudra dire que un travail technique a été fait en avance par la CEI, puisque dans le cas d'organisation, il n'est pas facile techniquement d'organiser une élection dans les contextes celles que nous avons vécues. Monsieur Koulibaly, je voudrais également, comme point positif, noter la campagne de communication qui a été déployée ou mise en œuvre par la CEI en termes de communication sur son rôle dans le cadre de ces élections. Ça, c'est à saluer. Il est rare de voir dans les États le rôle de l'organe central qui est en charge de l'organisation des élections. La CEI a suffisamment communiqué sur son rôle et sur ses actions. Et elle a démontré à la face de la nation quelle était sa limite. Elle n'était que simplement un organisateur, mais pas un décideur. À chaque étape, le président est sorti pour dire « Voici mon rôle, je me limite à ça et je transfère ». C'est ce qu'il a fait de tout au début. Et quand on regarde les panneaux, la CEI a fait comprendre aux Ivoiriens son rôle qui est d'organiser et de compter. Vous voyez, la voix, j'organise, mais c'est toi qui donnes ta voix. C'est toi, moi je compte ce que les uns et les autres ont fait. Je m'arrête à là. Et ça a été son rôle. Et parallèlement à cela, la CEI a déployé, effectivement, il y a des missions d'observation qui ont eu le rôle de sensibilisation des populations quant à leur rôle et à leurs responsabilités en termes de choix pour la destinée du pays. Donc, il y a eu ces campagnes de sensibilisation à saluer, mais également les campagnes de proximité. Et nous avons noté également plus ou moins une maturité de la classe politique et puis une bonne dose de non-violence de la part de certaines personnes qui ont appelé surtout le rôle important et prépondérant qu'ont joué les leaders religieux dans ce pays pour ces élections. Ils n'ont fait qu'appeler à l'apaisement, appeler les gens à comprendre que les élections, ce n'est qu'un moment, mais après, il y a le vivre ensemble, il y a la cohésion sociale, il y a la paix. C'est un moment de transition. Ils ont travaillé à cela et il y a eu des communications dans ce sens. Et pour terminer sur ce tas... C'est peut-être ce moment de jeu dont parlait M. Ouattara tout à l'heure. Justement. Oui. Et ce moment-là doit être... Qui va nous en dire un peu plus. Voilà. On reviendra à vous tout à l'heure. Okay. Vous voulez que je vous en dise un peu plus sur le moment de... Parce que vous avez commencé à le dire. Non, je vais prendre un exemple simple. En 2008, j'ai observé les élections avec EISA au Ghana, à Cape Coast. Alors, j'ai croisé le dernier jour, j'appelle ça le rallye, la campagne, les partisans de John Kufuor et Atta Mills. Ils se sont croisés sur un pont et je me suis permis d'observer. Les deux groupes se sont croisés. Il n'y a pas eu d'invective, il n'y a pas eu de menace, ni rien. Ce que j'ai constaté, c'est que le symbole de John Kufuor, c'est l'éléphant. Donc, j'ai un électeur traînait le symbole. Et quand quelqu'un d'Atta Mills l'a croisé, il a dit comme ça, et l'autre dit comme ça. Ça dit qu'on va devant, et l'autre dit, bon, il faut un changement. Imaginez ici en Côte d'Ivoire que le RHDP, si le PDCI partait et qu'il se croisait à un endroit, qu'est-ce qui allait se passer? Je ne sais pas. Voilà. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait qu'on aille vers des... Il faut qu'on aille vers comment ça s'appelle, cet exemple-là, que ce soit un fair play, c'est un jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je perds, demain je peux gagner.
Et donc ça, il faut qu'on l'accepte. Maintenant, pour revenir sur les éléments forts, vous voyez, malgré le contexte délétère très tendu, il y a combien de missions d'observation? 110. 110. Tout à fait. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut noter. Deuxième chose qu'il faut le dire, c'est-à-dire sur le professionnalisme de la CEI. Ça, il faut le souligner. Voilà. Ça, le professionnalisme de la CEI. Les élections passées en 2018 ou 2015, la tablette biométrique a été un tendon d'Achille. Mais cette fois-ci, on a constaté une chose. La qualité du matériel, le respect des procédures est un élément important à la clôture. Est-ce que le dépouillement s'est fait dans les normes? Tout ça concourt à affirmer qu'effectivement, c'est des points positifs qu'il faut mettre à l'actif des choses. Parce qu'on a soulevé les points négatifs pour ne pas être... nous a donné un triomphalisme qui dit que, bon, que tout s'est bien passé 100%. Non, c'est pas ça. Oui, voilà, il y a eu 80% de biens, mais les 20%, il ne faut pas les mettre en petit profil. C'est pourquoi on a touché du doigt. Oui, et on voudrait que, voilà, notre message, on voudrait que, vu le poids de notre pays, vu l'importance de notre pays, son rôle moteur de la sous-région, on voudrait que quand il y a des élections, qu'il y ait zéro violence, qu'il y ait zéro mort. Voilà. C'est ça qui mérite, c'est ça qui nous honore. Le CNDH, sur l'après-élection, sur la suite, quelles recommandations? Nous continuons à faire notre boulot. Je vous l'ai dit qu'avant les élections, nous faisons le monitoring de la violation des droits de l'homme. Nous observons la situation, le contexte politique. Après ces élections, nous avons fait des recommandations, puisque nous avons d'autres processus électoraux en vue, les législatives, les sénatoriales et autres qui vont venir. Alors, nous avons fait des recommandations à la CEI. Il faut saluer le travail formidable fait par la CEI. Cet effort de transparence dans tout ce que la CEI a posé comme acte et cette communication sur tous les éléments pour informer et éclairer les électeurs, les acteurs politiques sur tout ce qu'elle a mis en œuvre comme moyen, voilà, pour lever tout doute, toute suspicion sur ce qu'elle faisait comme travail. Alors, nous continuons à monitorer la situation politique. Je vous ai dit que nous avons approché les différents acteurs politiques bien avant la tenue du scrutin, voilà, pour les écouter. Nous avons fait des recommandations à ces acteurs politiques pour que le dialogue soit renoué, pour que nous partions sur la base sur de bonnes bases pour la tenue de prochains processus électoraux. Tout à l'heure, M. Ouattara parlait de la fête qu'il y a quand il y a les élections dans d'autres pays. Oui. Est-ce que le CNDH n'a pas un rôle justement à jouer dans l'éducation de la population? Bien entendu, nous faisons déjà ce travail. Nous avons fait le travail d'éducation civique. Dans le cadre du travail de l'Observatoire, des équipes ont sillonné l'ensemble du territoire national pour faire de la sensibilisation sur les droits électoraux. C'était en partenariat d'ailleurs avec la chaire UNESCO. Voilà, sur l'ensemble du territoire, nous avons parcouru pour sensibiliser à l'organisation d'élections paisibles pour que ce soit des moments de fête, des moments de joie. Et nous continuerons ce travail puisque nous avons d'autres processus en vue. Et l'une de vos recommandations vraiment bien lisibles dans votre rapport, c'est que vous avez déploré l'accès difficile à certains lieux de bureaux de vote comme les personnes du troisième âge, les personnes en situation de handicap. Vous avez une proposition? Oui, comment à l'avenir on peut régler la question? À l'avenir, c'est de faire en sorte que les bureaux de vote soient à des endroits, à des lieux accessibles à tous. Peut-être pas à des niveaux, à des étages, peut-être tous au rez-de-chaussée des différents établissements scolaires, voilà, pour que ces personnes vivant avec un handicap, des personnes de troisième âge, ne puissent pas avoir des difficultés pour aller exprimer leur vote. Le Parlement africain a dit suivre la situation dans son rapport, la situation actuelle donc de l'après-élection. Qu'est-ce que vous allez suivre exactement? Je pense que, comme vous le voyez tantôt, nous venons là de quitter la période de la proclamation de résultats provisoires. Alors nous sommes en attente justement de la phase des contentieux qui seront vidés par la Cour constitutionnelle et s'en suivra le résultat final. Et nous pensons que le travail que nous devions faire aujourd'hui, c'est de nous mettre aux côtés de l'ensemble de la société civile ivoirienne pour sensibiliser la population dans le rôle qui est le leur, celui de maintenir la paix. Parce que vous savez, l'élection ne doit pas être toujours pour nous des
des périodes pour déstabiliser nos États, parce que pas de développement sans la paix. Alors la société civile a ce devoir de continuer sans arrêt de sensibiliser la population. Oui, vous êtes l'une des rares missions encore présentes en Côte d'Ivoire. Vous en avez pour combien de temps pour suivre la situation? Oui, actuellement, nous allons déjà repartir la semaine prochaine, mais comme nous le disons tantôt, nous avons toujours des équipes de veille, parce que nous disons Parlement africain. Et voyez-vous, aujourd'hui, l'expertise africaine ne fait que s'avérer davantage, parce que par le passé, nous comptions toujours sur des experts qui venaient d'outre-mer. Alors les Africains se sont donc décidés de se réapproprier de ces secteurs-là. Et vous voyez aujourd'hui, à chaque fois qu'un État africain organise des élections, vous venez de dire tantôt, le nombre des missions d'observation qui étaient déployées ne sont que des Africains. Il faut le retenir. Donc rares sont ces missions qui viennent d'ailleurs. Quand je dis d'ailleurs, je dis hors du continent africain. Donc en tant qu'Africain, vous ne devez pas commencer un travail sans l'achever. Parce que quand vous venez assister à cela, il faudrait que bien après, vous soyez en mesure de défendre ce que vous avez pu faire comme travail. Pas d'un rapport final et prêt à défendre. Oui, M. Ouattara. Merci. D'abord, il faut faire confiance aux observateurs nationaux. On n'a pas de complexe vis-à-vis des organismes internationaux qui sont venus d'ailleurs. Non, vous n'êtes pas en train de répondre non, au Parlement africain. Non, voilà. Vous voulez dire oui. Non. Parmi mes recommandations, il faut qu'on construise une synergie d'action au niveau de la société civile, à la fois au niveau interne comme externe, de telle sorte qu'on puisse couvrir l'ensemble du territoire. Cette fois-ci, peut-être on allait de façon cloisonnée, mais je crois qu'à la longue, il faut construire cette synergie-là. Au gouvernement, il faut améliorer la sécurisation. C'est-à-dire que si l'ensemble des forces de l'État déployées sur toute l'étendue du territoire comme il se devait, il n'allait pas avoir des zones où on a obstrué les voies. Donc ça, ils ont fait beaucoup d'efforts, mais il faut mettre un accent, comment il s'appelle là-dessus. Il faut diligenter des enquêtes sur ces violences et puis ces morts. Et que les conclusions de ces enquêtes-là soient connues et que les auteurs soient sanctionnés. Ensuite, il faut poursuivre le dialogue. Ça, c'est important parce que quand on prenait une nation, le chef de l'État est comme un père de famille. Donc quand il y a une division, il faudrait que le père de famille arrive à réunir tous ses enfants pour échanger. Donc le dialogue positif, inclusif, il est important pour notre pays. À la CEI, c'est-à-dire il faut améliorer le côté opérationnel, c'est vrai. On leur a donné un quitus, mais il y a encore des zones d'ombre à corriger. Par exemple, quand vous prenez les badges des observateurs, il y en a qui se sont retrouvés à 2 ou 3 badges, par contre d'autres n'en ont pas eu. Donc c'est minime, mais c'est des choses qu'il faut corriger. Il faut mettre l'accent sur la communication, il faut communiquer davantage. Et aux partis politiques, il faut avoir le sens de la retenue et de la responsabilité. Ça, c'est important. Et de privilégier le recours au dialogue pour résoudre les conflits et ne pas se muscler les biceps. Ça ne nous conduira nulle part. D'accord. Ce Koulibaly, la Fondation Djigui. La Fondation Djigui, il faut dire que nous appelons tous à renforcer la culture démocratique dans notre pays à travers le débat d'idées. Ensuite, il faut faire ce qu'on appelle l'éducation civique des populations depuis la base. Et puis, cette culture démocratique-là, elle doit intégrer nos systèmes scolaires et universitaires. Pour savoir qu'une élection, c'est un moment de choix. Mais ce n'est pas un moment de violence, ce n'est pas un moment de culture de la violence. Et aux partis politiques, il faut qu'en intégrant un parti politique, il faut avoir une vision de la démocratie. Qu'est-ce que je viens faire ? Et quel est le rôle de mon parti? Parce que si la politique est la gestion de la cité, la démocratie est un système de gestion de la cité, si nous tous on met la population ou le peuple au cœur de notre système, c'est pour le peuple là que chacun se bat. Mais comment en se battant pour rendre le peuple heureux, on peut envisager tuer ce peuple? Donc il y a une contradiction quelque part. Il faut qu'on arrive à instaurer et à inculquer des valeurs de paix. La vie est sacrée. Il faut que les responsables des partis politiques également intègrent ça dans leur quotidien pour savoir que la vie est sacrée. Et une fois elle est perdue, on ne revient pas. Les morts de cette élection triste, les morts de cette situation de 2020, est-ce que les morts là vont revenir? Non. Pendant ce temps, le bon voisinage va continuer, doit pouvoir continuer. Le vivre ensemble doit pouvoir continuer. On doit continuer à s'aimer parce que nous sommes frères. Nous sommes frères. Nous sommes frères. C'est pourquoi dans l'hymne national de notre pays, on dit fiers Ivoiriens.
et le pays de la vraie fraternité. Donc il faut que ce soit des valeurs qui conduisent à tout ce qu'on peut. Et puis pour terminer... Oui, vous allez terminer tout à l'heure. Nous sommes 5 et il nous reste 5 minutes. Alors vous avez compris, on a 1 minute chacun pour terminer cette émission. Le Parlement africain pour commencer. Oui, merci, parce que nous sommes déjà arrivés au thème de notre débat. Je tiens personnellement à lancer un appel à l'ensemble du peuple ivoirien pour dire que nous, Parlement africain, frères africains, venez, parce qu'ici, quand nous sommes en Côte d'Ivoire, nous ne disons pas étrangers, nous sommes chez nous. Et nous pensons que le cas que nous avons eu à vivre ici en 2010, avec 3000 morts, nous ne voudrons plus que cela revienne dans cette grande nation. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas seulement la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Il faut dire que la Côte d'Ivoire, je viens du Cameroun, de l'Afrique centrale, mais on en parle de la Côte d'Ivoire chaque jour. Alors on regarde ce peuple dans les yeux, il est dit, plus de manipulation, restez sereins, parce qu'aujourd'hui, nous disons à nos dirigeants, à ces chefs de partis politiques, est-ce qu'ils pensent à l'avenir des enfants? Est-ce qu'ils pensent à l'avenir de cette nation? Parce que le Parlement condamne fermement ce que nous sommes en train de vivre actuellement avec la création parallèle du Conseil national. Cela nous touche, ça nous touche énormément et nous disons plus jamais ça en Côte d'Ivoire. D'accord, oui. Oui, je voudrais vous remercier d'avoir invité le Conseil national des droits de l'homme. C'est l'institution nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire et vous assurer l'ensemble de la population de ce que le Conseil poursuivra sa mission de promotion, de protection et de défense des droits de l'homme sur le territoire national. Et dire que nous souscrivons parfaitement, c'est l'une d'ailleurs de notre recommandation dans la déclaration ou dans le rapport préliminaire. Nous demandons au gouvernement à ce qu'une enquête soit ouverte sur tout ce qui a été commis comme atteinte aux droits. Voilà. Pour une fois, ces faits ne sont pas imputables à des forces de l'ordre, mais des populations qui se sont affrontées, des personnes qui ont saccagé des biens publics et privés. Voilà. Que des enquêtes soient ouvertes pour que les responsabilités soient situées. Voilà, c'est ça, il faut rendre compte des faits qu'on commet. Monsieur Koulibaly, une minute. Voilà, en 1 minute, je voudrais en tout cas, au nom de l'ensemble des observateurs de la Fondation Djigui, vous dire merci pour le plateau. Mais 3 recommandations fondamentales, c'est que nous devons tous participer à renforcer la culture démocratique dans notre pays. Deuxièmement, privilégier le dialogue en tout instant et à toutes circonstances. Et quatrièmement, faire en sorte de respecter les paroles de notre hymne national et d'être le pays de la vraie fraternité, la fraternité dans le sens plein de l'expression. Vivons la fraternité ensemble parce que c'est cette fraternité-là qui permettra aux Ivoiriens d'être unis et d'avoir un pays beau comme il est actuellement. Et puis nous sommes vivre heureux, paix dedans et puis en paix à l'intérieur, paix à l'extérieur, pour que les générations futures s'arrêtent pour dire qu'il y a un temps, vous voyez, tout le monde parle d'Houphouët parce qu'il a construit sur le dialogue et la paix. Continuons de cultiver le dialogue et être des artisans de paix. Monsieur Ouattara. Merci d'abord aux journalistes. Leur dire que l'information est une bombe. Parce que quand vous la lancez, elle peut détruire. Et donc, de respecter la déontologie et l'éthique de la profession. Ça, c'est important parce que ce qui foisonne sur les réseaux sociaux est très dangereux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément les journalistes. Bon, oui. Au-delà de ça. D'accord, donc allons-y. Deuxième chose que je voulais dire, le premier président américain disait le bulletin est plus fort qu'une balle de fusil. Donc, faisons en sorte que les élections symbolisent cela. La violence ne résout rien. Et comme le disait le sage, comme vous le dites, quand on veut emprunter un chemin, il faut s'en référer à ceux qui en reviennent. C'est parce que vous nous avez appelés ici. Et moi, je voudrais vous retrouver pour vous dire, quand vous voyez une souris courir pour aller vers le feu, c'est que ce qui est derrière est encore plus grave. Donc notre présence ici, c'est d'attirer l'attention des uns et des autres. Et la Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous. Oui. Si elle brûle pour nous tous. Donc la violence ne résout rien parce qu'on finira
par là où ce qu'on a refusé. On a bien compris, M. Ouattara, on a compris surtout l'esprit de fait que vous voulez qu'il y ait, évidemment, voilà, c'est ça, aux élections avec cette note du mot que vous venez de donner. Merci. Les observateurs et les élections, ils sont toujours sur le terrain à chaque échéance. Pour mieux comprendre leur fonctionnement, nous recevions pour vous M. Koulibaly Sibiri de la Fondation Digui, Ouattara Diakalia, expert électoral, observateur pour la Convention de la société civile ivoirienne, Diané Hassan, magistrat, secrétaire général du Conseil national des droits de l'homme, et Cyril Nguégan, chef de la mission du Parlement africain. Messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne soirée sur RTI 1.